Maintenant, on va aller la question qui a été posée, est-ce que je dois investir en personne physique ou en société? Alors, ce n'est pas la bonne question qu'il faut poser. Ce que je vais faire, c'est mon module préféré de tout le séminaire. En fait, je vous ai dit hier que je suis d'une formation ingénieur aéronautique, j'aime le looping, et ici, on va faire du looping fiscalité. Vous allez voir de l'ingénierie aérofiscale. OK? Préparez-vous, attachez la ceinture, on va faire des loopings. Ici, la question des gens qui posent, est-ce que je dois investir en personne physique ou en société? Et la réponse est toujours ça dépend. Mais ce n'est pas la bonne question, je dis à la base. La vraie question, c'est basé sur ton cas actuel ou ta situation professionnelle actuelle. Est-ce que tu dois commencer par le personne physique ou commencer par la société? Dans tous les cas, je vais vous montrer maintenant qu'il y a des avantages pour les deux. Et si tu veux faire une carrière dans l'investissement immobilier, je veux que tu bascules, que tu ailles faire des investissements dans les deux. La vraie question, c'est par quoi je dois commencer et à quel moment je fais le looping pour passer de privé à société et à quel moment je fais de société à privé. Et c'est le looping qu'on va faire ici. Vous allez voir, c'est le module, mon module préféré. Alors, les secrets de la fiscalité immobilière. Quand vous achetez un bien immobilier, vous pouvez l'acheter fiscalement parlant de trois manières différentes. Soit vous l'achetez vous en privé ou en personne physique, on appelle ça, ça veut dire Danny, il achète le bien, ou une société qui achètent le bien. Donc, en Belgique, c'est les SRL ou les SA. En France, c'est les SCI à l'IS, ou ça peut être des SCI à l'IR, ou des SARL ou des SAS. Ou vous pouvez l'acheter en mode mixte. Et mixte vient en deux parties. Ça peut être vous et votre épouse, deux personnes physiques qui achètent en indivision, on appelle ça. Ça peut être trois amis qui achètent 33, 33, 33 en indivision. Ça peut être vous 50%, votre société 50%. C'est un mixte indivision entre personnes physiques et sociétés. Et la deuxième partie du mixte, c'est ce qu'on appelle un peu on démembre le bien immobilier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on démembre, c'est difficile à comprendre, mais le bien, il devient deux choses différentes, l'usufruit et la nue propriété. La nue propriété, c'est les murs. L'usufruit, c'est la gestion locative et les fruits que vous allez récolter de ça. Et souvent, ça arrive, les gens qui arrivent à l'âge de la pension, ils achètent des biens, c'est leurs enfants qui ont la nue propriété et c'est eux qui ont l'usufruit. Donc, ils utilisent les loyers, ils touchent les loyers, ils ont la gestion jusqu'à leur décès et les enfants ont après la nue propriété. L'usufruit s'éteint, ils ont tous les deux. Ça peut arriver aussi des mécanismes où on peut faire des achats en société et en privé. Ça veut dire la société a l'usufruit, mais vous avez la nue propriété. Donc 20% votre société l'usufruit, 80% vous, la nue propriété. Ce qui fait qu'à la fin de l'usufruit, on l'éteint et ça bascule vers vous en privé. Et comme ça, vous pouvez vendre l'immeuble et vous allez gagner net d'impôt la plus-value. Donc ça, c'est les mécanismes. Donc le mixte, oubliez. On ne va pas traiter les mixtes aujourd'hui parce que je trouve que c'est des solutions complexes. Ma façon de voir l'immobilier est la suivante. Donc, attendez, je vais juste un peu bloquer les questions. On va y arriver à un truc. Good. Donc, ma façon de voir l'immobilier est plus c'est simple, plus c'est facile. Donc, personnellement, je regarde quels sont les avantages en personne physique et je vais aller les chercher. Quels sont les avantages en société et je vais aller les chercher. Par contre, est-ce que tout le monde va faire société ou tout le monde va faire personne physique? Non. Mais si vous avez envie de basculer de l'une à l'autre, je vais vous montrer comment on fait du looping, de passer d'une à l'autre, d'une manière simple. On n'a pas besoin de faire des trucs mixtes, complexes et tout. Mais la fiscalité dépend de plusieurs paramètres. Elle dépend le type d'entrepreneur que vous êtes, la première chose. Si vous êtes un entrepreneur d'empire, il y a deux types d'entrepreneurs en vrai. Tu vois, les entrepreneurs d'empire et les entrepreneurs de lifestyle. Les entrepreneurs d'empire, c'est des gens un peu qui sacrifient beaucoup pour créer des empires. Les entrepreneurs de lifestyle, ils vont avoir un peu d'argent, mais ils kiffent
voyager, bah, vous les voyez un peu, ils sont toujours sur les réseaux sociaux, tu vois. Et d'autres, c'est créer des empires, à acheter des entreprises, à créer des groupes, à acheter des trucs. Et donc, ils sacrifient un peu plus, quoi. OK? Il y a un magnifique livre de Jean-Paul Getty, How to be Rich. Il était officiellement nommé l'homme le plus riche au monde. Il était dans l'industrie de l'huile à l'époque. Et il a eu 5 divorces, le type. Et il a dit à la fin de son livre, il a dit, mes femmes, elles étaient l'une plus belle et extraordinaire l'une que l'autre, mais elles passaient toujours en deuxième dans ma vie. Toute ma vie était le travail, 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 travail. Donc, j'avais moins le temps pour passer de temps avec elles. Donc, elles partaient à un moment donné. Et il disait à la fin qu'à chaque fois qu'il partait en vacances, il était obligé d'écourter ses vacances pour revenir gérer les urgences de ses entreprises, de son empire, quoi. Il avait peu le peace of mind, en fait. Et l'entrepreneur de lifestyle, c'est plus quelqu'un qui veut atteindre l'indépendance financière, mais 7 000 à 8 000 euros, ça lui suffit, 10 000 euros, ça lui suffit. Et il est bien, il va partir vivre en Thaïlande, massage, happy ending, drink toute la journée. Il est bien, lifestyle. Il y a un magnifique film qui résume ça, c'est le film Troie, le cheval de Troie, avec Brad Pitt, où, où les Athènes sont venus pour combattre, je pense, Troie, et ils ont appelé les Spartiates, d'ailleurs parmi lesquels il y a Achille, et, euh, et c'est un magnifique film. Mais à un moment donné, en fait, il y a Odyssée, je pense, Ulysse, qui vient demander en fait à Achille, est-ce que tu veux bien combattre avec nous? Il lui a dit non, non, je n'ai pas envie de combattre, c'est pas mon souci ça. Le gars qui lui a volé sa femme, ou elle l'a trompé, j'ai pas envie de faire la guerre pour ça. Il m'a dit, écoute, ne le fais pas pour ça, fais-le pour ton armée en fait. On a besoin de toi, c'est grâce à toi qu'on va gagner, ça sera la plus grande guerre des siècles. Et c'est là où, à un moment donné, Achille, il va voir sa maman et il lui dit, mère, je décide ce soir. Si je pars à Troie ou je reste à Larissa. Et elle lui dit, si tu restes ici, tu vas avoir des enfants et des arrière-petits-enfants, tu vas vivre longtemps, tu vas avoir une femme extraordinaire, mais 2, 3 générations après, on aura oublié ton nom. Si tu pars à Troie, l'histoire va parler de toi. Et vous voyez un peu dans son regard à la fin qu'est-ce qu'il a choisi. Donc, dans la vie, parfois, il y a des entrepreneurs d'empire et il y a des entrepreneurs de lifestyle. Vous devez savoir qui vous êtes. Ça, c'est la première chose. Donc, si vous êtes probablement un entrepreneur d'empire, vous ne pouvez pas échapper à la société. Vous devez commencer à apprendre la gestion des sociétés et comprendre comment on fait des sociétés. Donc, il y a un magnifique movie pour ça qui résume les entrepreneurs d'empire. Le voilà. Je savais qu'il viendrait te chercher. Bien avant ta naissance, je savais qu'il viendrait. Ils veulent que tu combattes à Troie. Je te fais un autre collier de coquillages. Comme ceux que je te fabriquais quand tu étais petit. Tu te souviens? Mère, je décide ce soir. Si tu restes à Larissa, tu vivras en paix. Tu trouveras une femme merveilleuse. Tu auras des fils et des filles qui auront à leur tour des enfants. Ils t'aimeront tous beaucoup. Après ta mort, ils se souviendront de toi. Et quand tes enfants seront morts, et leurs enfants après eux, on aura oublié ton nom. Si tu te rends à Troie, tu connaîtras la gloire. On écrira l'histoire de tes exploits pour les milliers d'années à venir. Le monde n'oubliera jamais ton nom. Mais si tu te rends à Troie, tu ne reviendras jamais. Ta gloire n'a d'autre prix que celui de marcher aux côtés de ta mort. Et jamais je ne te reverrai. L'enfoiré de beau gosse. Good.
Donc, quel type d'entrepreneur vous êtes? Est-ce que vous êtes un entrepreneur d'empire ou un entrepreneur de lifestyle? Quel type de véhicule d'accumulation vous exercez? C'est super important. Donc, pour savoir si je vais en personne physique ou en société pour démarrer, est-ce que je suis un entrepreneur d'empire ou lifestyle? Quel type de véhicule d'accumulation? Ça veut dire, est-ce que je suis salarié, je suis indépendant, je suis en société? Il faut savoir qu'indépendant, j'en ai pas parlé beaucoup, mais l'indépendant, on teste l'indépendant dans deux choses différentes. Si vous êtes salarié, vous pouvez vous mettre en tant qu'indépendant à titre complémentaire pour avoir cumulé un peu plus d'argent. Ou l'indépendant à titre full-time, vous le faites temporairement. Vous le faites temporairement pour savoir si votre business tourne bien. Si vous arrivez à 30 000 euros de bénéfices annuels, vous devez basculer rapidement en société. Parce qu'en indépendant, on ne peut pas déduire les frais comme on déduit dans les sociétés et vous payez beaucoup plus de taxes. Mais donc l'indépendance, c'est une zone tampon de dire est-ce que je bascule en société ou non, je reviens salarié. C'est vraiment ça. Il ne faut pas rester très longtemps en indépendant. Et si vous êtes sûr que votre entreprise va générer plus que 30 000 euros de bénéfices, bah, direct, vous passez en société. Donc, quel est votre véhicule? Vous êtes en société, que vous gagnez, vous avancez vers l'indépendance financière, ou vous êtes salarié? Quel type de bien vous allez acheter? En Belgique, en fait, tout ce qui est habitation, vous allez voir que c'est exonéré d'impôts si vous l'achetez en personne physique, les loyers. Tout ce qui est commerce au bureau, bah, vaut mieux les acheter en société, vous payez moins d'impôts dessus. Quel est votre DCA? Est-ce que vous voulez créer un empire? Et quelle est votre priorité? Est-ce que vous pensez court terme ou long terme? Tu vois? Et ça dépend également de l'environnement législatif et les règles appliquées par chaque gouvernement. Ça veut dire, tous les 5 ans, il y a des nouvelles règles dans la fiscalité, on s'adapte. OK, nous sommes éduqués financièrement, ça ne nous fait pas peur et on s'adapte. On ne dit pas que c'est la faute de ce gouvernement, c'est la faute du EPS, c'est la faute du MR. C'est du théâtre pour nous. On s'en fout qui est. Nous sommes responsables de nos finances. On s'éduque et on trouve toujours le looping. On est des ingénieurs aérofiscalistes. Donc, il faut s'éduquer continuellement, planifier et s'adapter. OK? Donc, maintenant, on va commencer par donner les avantages et les inconvénients de l'investissement en personne physique, les avantages et les inconvénients de l'investissement en société. Et basé sur ça, donc, je vais vous expliquer un peu basé sur ces paramètres-là. Je vais vous expliquer par quoi commencer dans votre cas et à quel moment basculer dans l'une ou l'autre. Est-ce que ça vous convient? Let's go. Alors, pour décider de la stratégie à adopter, on regarde les avantages et inconvénients de chaque méthode. La fiscalité en personne physique. Alors, il y a beaucoup d'avantages en personne physique en Belgique. Si je loue une habitation, donc si vous achetez un bien d'habitation et vous le louez, le loyer est presque exonéré d'impôts. C'est considéré comme revenu immobilier. Si vous attendez 5 ans et vous revendez ce bien, vous êtes exonéré de l'impôt de la plus-value. Ça veut dire si vous avez fait 30 000 de plus-value, 30 000 c'est net dans votre poche. Après 5 ans, c'est 0% de taxe. Si vous le faites avant 5 ans, vous allez payer une petite taxe de 16,5. Ce n'est pas non plus énorme, c'est pas mal. Par contre, si vous revendez avant même 2 ans, très rapidement, vous pouvez récupérer 36% des droits d'enregistrement que vous avez payés à Bruxelles. Imaginez, vous avez payé 100 000 des droits d'enregistrement à Bruxelles, vous pouvez récupérer 36 000 à Bruxelles et 60 000 en Wallonie et en Flandre, des droits d'enregistrement. C'est un excellent avantage. Troisième avantage, c'est vous pouvez obtenir les abattements dans chaque région pour les primo-acquéreurs. Si c'est votre premier achat, vous avez les abattements, ça veut dire que vous payez moins de frais de droits d'enregistrement chez les notaires. En personne physique, vous pouvez avoir des financements facilement à 115%, beaucoup plus facilement par rapport à la société. Et surtout, la durée de votre crédit est plus longue. Donc, en personne physique, j'ai remarqué que parfois, on peut aller même à 30 ans, la durée du crédit, ou 25 ans. En société, les banques veulent vous le faire sur 15 ans. Vous demandez 20 ans. Mais c'est rare qu'ils acceptent 25 ans. Aussi, j'ai vu ça, 1 ou 2 personnes qui a pu faire sur 25 ans en société. Ça, c'est les avantages de personnes physiques. Par rapport à la France, il faut attendre 31 ans pour vendre son bien exonéré d'impôts. Donc ici en Belgique, pour les gens qui sont éduqués financièrement, les gens qui jouent avec l'immobilier et les sociétés,
c'est le pays, le paradis fiscal de toute l'Europe. C'est le meilleur pays par rapport à toute l'Europe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Belges, il y a beaucoup de Français riches qui viennent et ils demandent d'être naturalisés belges à un moment donné, tu vois, et ils font leur entreprise, ils les laissent en Belgique. Donc, dire que la Belgique, c'est le pays le plus taxé, oui, pour les salariés. Mais si vous êtes éduqué financièrement, vous êtes chef d'entreprise, vous jouez avec les sociétés et avec l'immobilier, c'est un paradis fiscal. Il n'y a aucun pays en Europe où les loyers sont presque exonérés d'impôts en privé. Donc, les inconvénients, c'est que vous utilisez votre argent après avoir été taxé. On a dit les riches investissent avant impôt, les pauvres après. Donc, les riches, avant l'ISOC, ils font des investissements. Les pauvres, ils subissent leur salaire, il est déjà taxé, il a payé des cotisations sociales, il a payé l'impôt personne physique, le brut, il est devenu net, le patron, il a payé des charges patronales dessus. Et avec cet argent, il continue encore à payer des taxes TVA et il consomme. Sauf si vous avez déjà vendu un bien et l'argent est net d'impôt, vous avez déjà vendu votre société. Aussi en Belgique, si vous vendez les actions de votre société, c'est net d'impôt. Ben, cet argent-là, OK, c'est bien d'aller l'investir en personne physique pour acheter des biens d'habitation. Et là, c'est ce que vous avez posé comme question, la transmission du patrimoine. Ça veut dire les donations, les successions sont élevées. Si vous détenez des biens en personne physique, ben, vos enfants vont payer énormément d'impôts. Et ce qui se passe, c'est que souvent, les investisseurs comme nous, ils viennent, ils savent que les enfants n'ont pas d'argent et ils sont pressés, ben, ils font des offres un peu basses, agressives et ils gagnent le truc et ils vendent. Et de toute façon, les enfants n'auront pas la même valeur que les parents. On dit, les enfants, en fait, celui qui vend n'a pas la valeur de celui qui l'a acheté, quoi. Donc souvent, les enfants vendent un bien, mais ils n'ont pas la valeur comme celui qui l'a acheté. Et, euh, et ça, c'est malheureux parfois. C'est pour ça, moi, j'ai décidé que pour mes enfants, il n'y aura rien. En fait, d'ailleurs, si, il y aura quelque chose. Je vais leur faire pas mal de vidéos. Allez chercher. Il y a un petit carrelage qui bouge en bas dans la cave. Allez chercher. Il y a une clé. Ils prennent la clé. Une autre vidéo qui leur dit allez monter, chercher dans le coffre-fort. Il y a une boîte pour vous. Ils ouvrent la boîte. Ils trouvent une autre clé avec une autre vidéo et je les ramène derrière dans le jardin et je leur dis creusez 1 mètre à côté euh, du noyer et vous allez trouver ce que je vous ai préparé comme cadeau. Et là, en creusant 1 mètre, ils vont ouvrir une boîte qui englobe d'autres boîtes, qui englobe troisième boîte, qui englobe quatrième boîte. Et là, ils n'en peuvent plus, ils ouvrent, ils croient qu'il y a un lingot d'or. Ils vont trouver le livre Think and Grow Rich. Et je vais leur écrire un mot, étudiez ça et devenez riche par vous-même. Parce que tout ce que j'ai construit ici, c'est pour profiter. On va profiter de tout ça avant le départ. On ne veut pas posséder. OK? Et vos enfants, si vous les éduquez financièrement pendant que vous êtes là, ils peuvent créer des millions plus que vous, d'ailleurs. Vous n'avez pas besoin de dire je vais donner ça à mes enfants. Profitez de ça. OK? Surtout parce que la plupart des gens, ils donnent à leurs enfants qui ne sont pas éduqués financièrement, ils vont foirer tout. Maintenant, si votre enfant, il est à vos côtés, il est en train de créer quelque chose, et vous voyez qu'il a capté un peu, il est éduqué financièrement, oui, laissez-lui tout. Comme ça, il va agrandir son patrimoine et vous allez créer un nom comme les Carnegie, les Rothschild et les Rockefeller un jour. L'autre inconvénient, c'est que la taxation est élevée. Donc, si vous achetez des bureaux, des entrepôts, des commerces, ben là, en privé, si vous l'achetez en personne physique, eh ben, vous allez payer 40% presque de taxes sur le loyer. Il y a risque de requalification qui est faible, mais existant, mais pour certains cas très extrêmes. Je vais revenir là-dessus. Et la responsabilité est illimitée. Ça veut dire, s'il y a quelque chose, vous ne payez pas, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous forcer à vendre le bien que vous avez acheté. Et s'il n'y a pas assez d'argent, on pourra venir chercher l'argent chez vous. La responsabilité est illimitée. La société, la responsabilité est limitée. Ça s'arrête au capital. Personne ne pourra venir chercher notre patrimoine. Maintenant, le dernier risque, c'est ce qu'on entend souvent, le risque de requalification. Qu'est-ce que ça veut dire la requalification? En Belgique, quand vous gagnez de l'argent, vous devez le déclarer dans 4 catégories dans votre fiche d'impôt.
La première catégorie, c'est les revenus immobiliers. Et les revenus immobiliers, ce sont presque les loyers que vous gagnez, les presque exonérés d'impôts. On va dire que c'est presque 0% d'impôts. Ou vous les déclarez en revenus mobiliers si vous louez des voitures, si vous louez du meuble, si vous louez des tableaux d'art, euh, revenus mobiliers. Ben là, vous allez être taxé entre 15 et 30% revenus mobiliers. Si vous gagnez de l'argent en venant des choses un peu, des options, des achats spécifiques, des reventes spécifiques, un peu euh, des prestations de services spécifiques, ben vous les mettez dans les revenus divers. Et là, vous allez payer 33% d'impôts dessus. Et la quatrième catégorie, c'est ce qu'on appelle les revenus professionnels. Donc, on a les revenus immobiliers, les revenus mobiliers, les revenus divers et les revenus professionnels. La requalification, ça veut dire, tiens, tes loyers, tu les as mis dans les revenus immobiliers, on va les requalifier et on va les mettre dans les revenus divers ou dans les revenus professionnels. C'est ça que ça veut dire la requalification. Vous comprenez? Et là, tout le monde flippe. Ils disent, attends, les loyers étaient zéro impôt, je gagne 30 000 ou 50 000 ou 100 000 de loyer net d'impôt. Si je requalifie ça en revenu professionnel, je risque de me faire taxer 50% plus les taxes centimes additionnels, plus les cotisations sociales, jusqu'à 60-70%. C'est énorme. Et donc, les 100 000 de loyer deviennent 25 000 limite. Et ça, c'est la hantise de beaucoup de gens, en mode, ils entendent parler toujours, on va requalifier, on va requalifier. Les loyers seront maintenant considérés comme revenus professionnels. Et il y a des articles qui parle de ça depuis 1976, je pense, en Belgique. Et tous les ans, il y a deux articles, deux grandes revues, pour ne pas les citer, pour qu'ils ne m'attaquent pas derrière après. Tous les ans, ils font un article parlant à l'infernal. Et ces articles sont juste là pour faire peur aux gens, pour que les gens ne prennent pas action, pour que les gens n'investissent pas. Ça fait depuis 1976, tous les ans, ils mettent deux articles, on va requalifier. Et c'est toujours pas requalifié. Est-ce que ça va venir dans le futur? Quand ça viendra, on verra après. Je ne dois pas m'occuper de ça. Pour l'instant, je go et j'investis. Et je focus. Donc, sauf que il y a quand même de plus en plus des gens qui commencent à être un peu traînés devant la justice pour être requalifiés. Parce que, soi-disant, ils ne gèrent pas leur patrimoine en bon père de famille. Ils sont plutôt professionnels de l'immobilier. Et c'est malheureux, mais en fait, il n'y a pas de règles en Belgique. Donc, on a demandé, il y a plein de gens qui demandent, mais écoutez, donnez-nous les règles. Et comme ça, on sait à quel moment on arrête d'investir en privé et on achète en société, tu vois. Mais vous ne pouvez pas nous laisser dans le flou. Non, 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 c'est le flou total, ils te disent. Il n'y a pas de règles, mais par contre, ça dépend de ta situation et à l'appréciation du juge de ta situation. Je dis, comment ça? Et je dis, bah, oui, oui, en fonction de toi, ce que tu fais dans la vraie vie, combien de biens tu achètes, qu'est-ce que tu fais, comment tu travailles, comment tu gagnes. Et à l'appréciation du juge, il va décider s'il te requalifie ou pas. Je dis, mais il n'y a pas de règle. Il se base sur quoi? Et il me dit, je viens de te le dire. C'est par rapport à ta situation et à son appréciation. Donc, je dis, c'est beaucoup de subjectivité. Ils me disent, oui. Je dis, mais ça me rend dingue. C'est comme si je prends une voiture Porsche et je roule avec. Je sais que c'est 120 la limitation ici en Belgique. Je vais en France, c'est 130. Je vais en Allemagne, c'est illimité. Je pars un peu plus loin. En Hollande et je ne vois pas à combien est limitée la vitesse. Et pendant que je suis arrêté sur une aire d'autoroute, je vois deux policiers. Je dis bonjour, monsieur le policier, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la limitation de vitesse ici pour que je puisse ne pas la dépasser et comme ça, je ne perds pas de points et je n'ai pas d'amende. Parce que j'ai acheté une nouvelle voiture, j'ai envie de la tester. Et là, le policier va dire non, 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 je ne peux pas te dire quelle est la limitation de vitesse. Roule. Si tu te fais flasher, on verra après. Je dis, mais vous êtes sérieux? Donnez-moi les règles plus facilement et comme ça, je ne me fais pas flasher. Non, non, non. C'est roule, tu te fais flasher et ensuite, on verra à l'appréciation du juge et la situation à combien de kilomètres tu es allé, on verra. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça en Belgique. Il n'y a pas de règles strictes. Ils laissent ce flou. Mais en fait, pour moi, c'est très simple. Ce flou, c'est juste pour induire la peur chez vous. Ce que votre mind croit et ce que votre mind conçoit et y croit, ça veut dire que vous devez avoir la foi.
pour y arriver. Si je peux induire un peu de la peur en toi, j'ai gagné. Je t'empêche, je te paralyse les gens. Et heureusement, ce séminaire, je suis là derrière vous en mode, ayez foi, pas peur, pas peur. Avancez jusqu'où vous pouvez avancer. C'est ça la foi. Et donc, c'est un fourre-tout, c'est à l'appréciation du juge. Donc, j'ai ramené des avocats, des amis, des fiscalistes. Je leur ai dit, écoutez, guys, on ne peut pas rester comme ça. Moi, j'enseigne la matière, j'ai toujours cette question. Je vois des gens terrorisés qui viennent, donc remplis de peur. Danny, je vais me faire requalifier, je vais arrêter d'investir. Est-ce que je dois prendre tous mes biens en personne physique et les mettre en société? Comme ça, je paye des taxes d'enregistrement, de nouveau des frais de notaire. Je dis, mais t'es fou, justement, il ne faut pas. Mais il est terrorisé et il y a plein de gens qui sont prêts à prendre leurs biens immobiliers en privé et les mettre en société et payer une deuxième fois des droits d'enregistrement parce qu'ils sont terrorisés, parce qu'ils sont remplis de peur. Et j'ai dit à mes amis fiscalistes et avocats, je dis non, non, on ne peut pas rester comme ça, il faut qu'on trouve une solution. Je dis, Dan, il n'y a pas de solution, c'est une case fourre-tout, on appelle ça. Je dis, écoute, venez, on va réfléchir ensemble. Et je suis passé vraiment une après-midi à voir avec eux et on a mis sur la table un peu les 12 critères, et j'ai écrit un article d'ailleurs là-dessus. D'ailleurs, tous les articles que j'ai écrits ici, Nini, je veux que tu les mettes dans le dossier pour qu'on puisse donner ça aux membres qui ont assisté à ce séminaire. Donc, à toute personne qui le demande, je vais vous montrer un peu comment récupérer tout ça, les télécharger. Tous les articles que j'ai écrits un peu, vous pouvez les mettre un peu dans le dossier. C'est un cadeau pour vous. D'ailleurs, tout ce que je partage avec vous ici, c'est des cadeaux. Je vais vous donner ça à la fin. Voici les 12 points de requalification des revenus immobiliers. Donc, on a mis sur papier avec nos amis fiscalistes et avocats ces 12 points. Et si vous cochez 8 sur les 12 points, ça veut dire que vous commencez à être un peu plus professionnel de l'immobilier. Et il y a un risque, vous n'allez pas être requalifié, mais il y a un risque que si le fisc veut vous embêter, il y a un risque l'appréciation du juge peut pencher pas dans votre faveur. OK? Donc, le premier critère, si vous dépassez 30 000 euros de revenus annuels, des loyers. Donc, d'où viennent les 30 000 d'années? Je ne sais pas. Donc, tu es en train de dire, si j'ai 3 000 euros de loyer par mois, ça fait 36 000 par an. Ça veut dire que j'ai dépassé les 30 000? Oui. Oui, mais pourquoi pas 40 000? Je ne sais pas. J'ai mis ça au pif. Il n'y a pas de règle. Moi, je ne sais pas, si je veux rendre les choses claires, je dis aux gens, si vous dépassez autant, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, vous allez être qualifié en personne physique. Comme ça, il n'y a pas de discussion. Pourquoi vous laissez cette zone floue, à part juste pour faire peur? Donc, bref, prenez note. Si vous touchez ce point-là, ça veut dire que vous avez coché un point. Si vous avez beaucoup de biens immobiliers, combien d'années beaucoup? Je ne sais pas. Donc, comment vous avez dit? Je ne sais pas. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on met? 3? Non, 3, c'est pas beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup. Il m'a dit, non, pour moi, c'est pas beaucoup. Allez, on va voter. Et toi, c'est pas beaucoup. 4, 5, 5, c'est beaucoup. OK, good. Donc, on a mis, si vous avez plus de 5 biens immobiliers, vous payez plus que 5 cadastres, vous avez coché une deuxième fois. Si vous faites des opérations achat-revente régulièrement une fois par an, vous êtes quand même un professionnel de l'immobilier. Si vous faites de la location saisonnière ou de la colocation, plus que la location classique, ben, oui, vous êtes quelqu'un qui est en train de faire pour gagner de l'argent ici, ça se voit. C'est comme ça qu'il apprécie le juge. Il regarde la situation, il va apprécier. Si vous faites vous-même de la conciergerie en Airbnb, c'est-à-dire vous louez en Airbnb et vous ne donnez pas ça à une conciergerie, ben, probablement c'est ton métier. Toi, ton métier est d'accueillir les gens, c'est un métier d'hôtelier, quoi. Donc, probablement, tu l'utilises comme professionnellement. Si vous louez en bien classique, mais vous le louez vous-même, sans passer par une agence immobilière, toi, tu n'as pas l'IPI, mais tu es en train de faire le travail comme un quelqu'un qui a l'IPI. C'est de la professionnelle de l'immobilier, ça. Donc, tu coches un point. Si vous faites vous-même les travaux, bah, ça veut dire que tu es quelqu'un qui est dans la rénovation. Non, mais j'ai vu comment sur YouTube il fait. Oui, mais ce n'est pas à toi de faire normalement. Si tu fais toi-même les rénovations, ça veut dire que tu es professionnel de l'immobilier. Si en plus de tout ça,
30 000, 5 biens immobiliers et vous êtes au chômage et vous touchez que des loyers, c'est dangereux. Si vous avez le statut de marchand de biens, c'est un statut que j'explique un peu dans ma formation achat-revente, c'est pour vous payer moins de frais de notaire à l'achat. Si vous n'avez pas d'emploi ni d'entreprise, vous concentrez l'essentiel de votre temps à la gestion de vos biens immobiliers. Donc, vous faites que ça pour gagner de l'argent, colocation, Airbnb, euh, achat-revente, ainsi de suite. Vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas de CDI, vous n'avez pas une entreprise qui tourne. Ben, par exemple, moi, j'ai des entreprises qui tournent. Ben là, ils ne peuvent pas me dire que je n'ai pas d'entreprise. Donc, je n'ai pas coché ce point. Si vous faites des crédits bullet et crédits à 115%, les crédits bullet, c'est des crédits où vous remboursez que les intérêts pendant 20 ans. Et à la fin des 20 ans, vous payez one shot tout le capital. Ben, si vous remboursez que les intérêts, ça veut dire que les mensualités de crédit sont tellement faibles et les cash flows sont élevés. Si vous faites des crédits à 115%, parce que vous êtes éduqué financièrement, vous êtes pro. Vous n'êtes pas quelqu'un, vous êtes en train de, on appelle ça, vous êtes en train de, vous n'êtes pas professionnel, mais vous gérez pas ça en bon père de famille. Vous êtes en train de, j'ai oublié le terme, ça va venir. Si vous atteignez une dette d'un montant 1 million à 2 millions, si vous atteignez une dette de 1 montant à 2 millions d'euros, ben là, ça veut dire que vous commencez à être limite et les banques vont arrêter de vous prêter de l'argent en privé. Donc, ça veut dire que c'est le moment d'aller basculer en société. Donc, si vous faites des crédits de 115%, ça m'est revenu, vous faites de la spéculation. Ça veut dire vous risquez, hein, vous spéculez. Vous risquez votre patrimoine. Vous n'êtes plus bon père de famille en train de mettre 20% d'impôt. OK? Donc, voici les 12 critères. Si vous complétez 7, 8 de tout ça, attention, c'est le moment de basculer en société. OK, guys, donc on vient de voir un peu tous les avantages et inconvénients de la personne physique. Maintenant, on va voir les avantages de la fiscalité de société. Si vous êtes en société, la meilleure, c'est que si vous faites la baleine avant la fin de l'année fiscale, vous allez déduire les amortissements et les frais de notaire, comme dans les charges d'entretien. Comme ça, vous faites la baleine et vous ne payez pas d'impôt. En fait, l'avantage de la société, c'est que vous avez une société qui tourne, qui rapporte de l'argent et vous faites la baleine avant l'ISOC. Comme ça, les amortissements, les frais d'acquisition et les frais d'entretien, ils passent dans les frais. Et comme ça, vous pouvez baisser votre base imposable, vous ne payez pas d'impôt de société. La beauté de la société, c'est que vous pouvez transmettre les actions de votre entreprise et ça ne vous coûte pas trop cher niveau donation et succession. La responsabilité est limitée au capital de la société. Ça veut dire, s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous fermez votre entreprise, personne ne pourra toucher à votre patrimoine privé. La société, il n'y a pas de complexité niveau imposition, un bien habitation, un bien bureau, un bien entrepôt, tout est pareil. Peu importe ce que vous achetez, tous les loyers sont considérés comme chiffre d'affaires. Pardon. Les inconvénients. Ben, tous les avantages du privé, ça devient un inconvénient. Vous ne pouvez pas avoir l'abattement pour acheter votre. On n'achète pas votre résidence principale dans la société. C'est qu'en personne physique, on a l'abattement. Évidemment, ça nécessite des connaissances en gestion, société, fiscalité, trésorerie, TVA, comptabilité. Donc, ça nécessite quand même des connaissances. C'est pour ça la plupart des gens, ils ne veulent pas apprendre ça et ils vont aller acheter en privé, c'est plus facile. Ça nécessite un apport en capital plus conséquent lors de l'achat. Donc, on a vu en privé qu'on peut avoir 115% de financement et la durée du crédit est très élevée. Alors ici, il nous demande de mettre un apport quand même plus élevé et la durée du crédit de 25 ans est très difficile à obtenir. Donc, vous allez faire 20 ans, ça va avoir un impact sur le cash flow. Maintenant, les gros inconvénients, mais il y a toujours un sauf si. À chaque inconvénient, il y a un sauf si. Donc, le gros inconvénient, les loyers sont considérés comme chiffre d'affaires. Donc, en privé, si vous avez un bien d'habitation, les loyers sont exonérés d'impôts, presque exonérés d'impôts. En société, les loyers sont considérés comme chiffre d'affaires, donc ils vont subir l'impôt de la taxation à l'ISO. Maintenant, c'est 25%, mais ça peut changer. Sauf si
vous rachetez un immeuble avant la fin d'année fiscale et avant la taxation, hors voiture. Donc, si vous achetez un actif, ça veut dire vous accumulez de l'argent. Si vous ne voulez pas subir l'impôt des sociétés, vous faites la baleine avant la fin d'année. Et comme ça, hors voiture. Vous pouvez faire des baleines dans des achats des biens immobiliers, dans des achats de machines, dans des achats des logiciels, dans l'achat des robots, des choses comme ça. L'achat, par exemple, de clientèle. Vous achetez ça dans des actifs et donc vous, vous amortissez tout ça et vous ne payez pas d'impôt des sociétés avant la fin d'année. Le deuxième inconvénient de la société, c'est que si vous revendez les biens immobiliers de la société, vous allez subir une taxation sur la plus-value comptable. Vous vous rappelez hier que la valeur de la comptabilité, je vous ai dit, la voiture, la première année, elle vaut valeur comptable 80, ensuite 60, ensuite 40, ensuite 20. C'est sa valeur comptable. Donc, si après 5 ans, elle vaut sa valeur comptable 0, mais je la revends à 60 000, ben, la plus-value égale à 60 moins 0, 60 000. Donc, la plus-value comptable est égale à 60 000. Et ça va subir l'impôt. Donc, ça, c'est l'inconvénient. Alors qu'en privé, on attend 5 ans, on revend, il n'y a pas d'imposition. Maintenant, sauf si, soit vous réinvestissez tout l'argent, soit déjà, vous revendez les parts de votre société. Donc, au lieu de vendre l'immobilier, vous revendez les actions de la société qui englobe l'immobilier. Comme ça, celui qui achète l'immobilier ne paye pas des droits d'enregistrement 15%, et vous, c'est net d'impôt pour vous dans votre poche. Évidemment, le bien sera, ils vont acheter la société moins cher que le bien, mais vous aurez net d'impôt dans votre poche. Le deuxième, sauf si, eh ben, tout l'argent gagné, si vous ne voulez pas subir l'impôt de société dessus, vous réinvestissez tout l'argent dans d'autres biens immobiliers dans les 5 ans après la vente. OK? Vous devez déjà attendre 5 ans et une fois vous revendez, vous pouvez, au lieu de payer l'impôt des sociétés one shot, vous réinvestissez tout l'argent dans d'autres biens immobiliers. Vous avez 5 ans pour le faire. Et si vous le faites, au lieu de payer one shot l'impôt des sociétés, imaginons vous devez payer 100 000 euros à l'État maintenant. Vous allez, vu que vous avez réinvesti cet argent dans un autre bien, vous allez étaler la taxation de la plus-value comptable. Donc, au lieu de payer 100 000 tout de suite, vous allez payer, si vous achetez un bien et vous l'amortissez sur 33 ans, ben vous allez étaler la taxation sur 33 ans. Donc, les 100 000, vous allez les payer 3 000 première année, 3 000 la deuxième année, 3 000 la troisième année, 3 000 la troisième année, 3 000 la quatrième année, 3 000 la cinquième année. Et dans 10 ans, les 3 000 ne valent pas les 3 000 d'aujourd'hui à cause de l'inflation. Donc, il vaut mieux étaler la taxation. OK? Je vous rappelle un peu ici que on a le chiffre d'affaires moins les frais bénéfices, les amortissements, bénéfices comptables. Et l'avantage, c'est faire la baleine avant l'impôt des sociétés. Ça veut dire tout l'argent qui est là, l'utiliser pour faire la baleine. C'est ça le plus grand avantage de la société. OK? Donc voilà. Là, ici, je vous donne l'exemple de la voiture qui est amortie. Première année, sa valeur comptable. Première année est 80 000, sa valeur comptable, et bien, la plus-value comptable à la quatrième année, je l'ai vendue à 80 000, moins la valeur comptable à la quatrième année est à 20 000. Donc, la plus-value comptable est de 60 000. You got it? C'est comme ça. Donc, j'explique aussi, je donne un exemple ici. Vous achetez une maison, vous la revendez après, vous allez payer 87 500 euros d'impôt, sauf si vous étalez la taxation en vendant. Et je redonne un exemple, comment vous utilisez les 350 000 pour acheter un autre immeuble à 1 500 000 et vous l'amortissez sur 20 ans. Et au lieu de payer les 87 000 tout de suite, vous allez payer 4 300, 4 300, 4 300, 4 300, 4 300 tous les années. Ça, c'est vraiment les avantages.